Et puis on s'est rendu compte, au bout de ces deux grands mouvements, médicaments, psychologie, que finalement, malgré tout, il restait des malades, voire même plus encore qu'avant. Donc ça veut bien dire que ça ne règle pas tous les problèmes. Et on a beau prendre en charge maintenant, avec des remboursements, la psychologie des gens qui souffrent, eh bien on voit bien que les cabinets sont toujours aussi remplis, voire plus, et on ne règle pas le problème de psychologie des Français. Donc ça veut bien dire que le problème est plus profond que ça, et ce ne sont pas que des actions isolées ou qui cherchent à aider les gens à aller un peu mieux. Il faut vraiment aller en profondeur. Bonjour à tous, c'est Anne Guéquière. Je voulais vous dire un immense merci, car grâce à vous, Métamorphose a dépassé les 90 millions d'écoutes et est le premier podcast santé mentale, bien-être et quête de sens en langue française. Nous interviewons les personnalités les plus inspirantes pour vous offrir des conseils concrets au quotidien. Alors pour ne rien manquer des émissions, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Vos commentaires, vos partages sont tellement précieux et nous aident à poursuivre cette belle aventure. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode de Métamorphose. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Les amis, imaginez un travail aligné avec votre personnalité, vos compétences et qui vous donne l'envie de vous lever le matin. Chance, notre fidèle partenaire, appelle ça l'amour pro. Ce moment où tout s'éclaire, où l'on sent son cœur battre à nouveau pour son travail. Pour y parvenir, il y a le bilan Chance, une expérience de 12 semaines pour partir à la découverte du projet professionnel qui vous correspond vraiment. Vous avancez pas à pas avec une méthode claire, un coach certifié, sélectionné pour vous et des rencontres inspirantes qui peuvent tout changer. Et bonne nouvelle les amis, le bilan est finançable avec votre CPF, le compte personnel de formation. Alors faites le premier pas vers l'amour pro en réalisant le test sur chance.co, chance.co. Et si apprendre à lâcher prise était la réponse simple et efficace aux maux de notre époque ? Oui, mais comment ? Mon invité, médecin psychiatre et directeur d'une station thermale dédiée à la santé mentale. Original, enfin en tout cas moi je trouve, on entend assez peu parler finalement, et depuis toujours il défend une approche humaniste de cette discipline où le soin passe par l'eau, le temps long et l'écoute du corps préalable à l'apprentissage d'un relâchement efficace. Dans son livre « Thermalisme, voie de guérison naturelle », publié aux éditions Flammarion, il explique comment cette médecine ancestrale soigne stress, dépression, anxiété, burn-out ou insomnie. Évidemment, nous allons en parler longuement. Loin des seuls médicaments, découvrons une voie peu connue aux bénéfices prouvés scientifiquement pour soulager et se ressourcer sur le long terme. Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose le docteur Olivier Dubois. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Écoutez, ça va bien. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Alors, c'est vrai que c'est la première fois que je vous reçois. C'est un sujet, je dirais, assez original et je pourrais dire même un peu novateur, même si c'est une médecine ancestrale, comme je le disais en introduction. Et votre parcours de médecin est vraiment intimement lié au thermalisme. Vous êtes, je crois, le 5e médecin et 3e psychiatre de votre famille à diriger un établissement thermal qui est spécialisé en psychiatrie. Comment est née, en fait, cette idée, je dirais, cet héritage familial ? Et puis vous, comment a-t-il nourri finalement votre pratique à titre personnel ? Voilà, donc il y a un peu 2 questions en introduction pour revenir peut-être sur la première. Alors là, je suis assez fier finalement d'être le 5e d'une lignée de 5 médecins, effectivement, qui ont tous défendu finalement une approche thérapeutique qui part de la médecine thermale. C'est venu d'un arrière-arrière-grand-père en 1860 qui a fondé un petit établissement thermal qui était modeste, mais qui a grandi beaucoup. Alors on parle des thermes de Saujon, pardon, voilà, je ne les ai pas nommés, mais on parle des termes de Saujon, qui est situé un peu plus bas que l'île d'Oléron, mais presque en face. Alors, en face de l'île d'Oléron, on est au nord, on est à 10 km de Royan et entre La Rochelle et Bordeaux. Voilà, on voit bien. On a bien qu'à, voilà. Et alors donc j'ai baigné un peu dans cet univers puisque mon père était psychiatre, il a beaucoup développé l'établissement et on est aujourd'hui la plus ancienne institution médicale de France dans le domaine de la psychiatrie qui est encore en vie et qui est encore familiale si vous voulez, qui a une histoire non terminée de transmission de père en fils, il n'y en a pas d'autre. Et c'est vrai que le thermalisme
est un peu le cœur de notre structure, de notre histoire, bien qu'on ait une clinique privée. Enfin, on a vraiment beaucoup développé autour de la psychiatrie, toujours autour de la psychiatrie et de la santé mentale, mais on est vraiment, encore aujourd'hui, une structure très très centrée sur la médecine thermale, parce que finalement, nous sommes un peu les derniers mohicans de la défense de cette prise en charge, non pas qu'elle soit terminée, mais au contraire, elle est très méconnue, que ce soit en médecine ou que ce soit même en thermalisme. Et c'est très étonnant parce que, je me permets de faire une petite remarque, Hippocrate défendait, Hippocrate, 4e siècle avant Jésus-Christ, qui était le médecin fondateur de la médecine moderne. Hippocrate disait, la balnéothérapie, l'hydrothérapie est efficace chez les bilieux. Et vous savez que les bilieux, ce sont les anxieux d'aujourd'hui. Oui. Donc, se faire de la bile. Hein. Voilà. Hippocrate disait que la meilleure indication de la prise en charge des patients qu'il rencontrait pour l'hydrothérapie, c'était les bilieux. Intéressant. On revient très loin en arrière. Alors, concernant une question justement plus personnelle, quand est-ce que votre destinée était déjà toute tracée, ou finalement vous êtes resté ouvert et puis naturellement vous êtes allé en psychiatrie? Comment ça s'est passé? Je suis un peu curieuse là. Oui, alors c'est vrai que moi-même je savais pas bien finalement ce qui se passait dans mon parcours. Ce que je sais, c'est que j'adore mon métier, j'aime beaucoup la psychiatrie. Il y a un travail très humain et humaniste dans ce métier qui me comble tous les jours. La deuxième chose que je sais, c'est que c'est un métier où on a énormément de succès thérapeutique, où les choses bougent énormément. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris, qui est une note d'espoir qui est importante pour tous les gens qui peuvent traverser, et ça représente 25% de la population sur une vie entière, peuvent traverser des problèmes de psychiatrie ou de santé mentale. Et la troisième chose, c'est que sur le plan du thermalisme, ça a été beaucoup plus compliqué. Parce que quand je suis arrivé à Saujon, je m'étais promis de ne jamais parler de médecine thermale parce que je n'avais pas été formé et informé à ce que cette médecine pouvait apporter. Et c'est en fait en pratiquant cette médecine et surtout en rencontrant des malades que je rencontrais tous les ans parce qu'ils revenaient, qui m'ont absolument convaincu de l'efficacité de cette approche. Et là, dans un premier temps, j'étais donc assez hostile à cette prise en charge parce que je l'avais pas apprise, personne m'en avait parlé dans les facultés. Dans un deuxième temps, j'ai constaté des résultats absolument remarquables. Et à partir précisément de 1997, j'ai commencé à rencontrer mes professeurs, mes maîtres, et leur dire, il faut faire reconnaître cette médecine en psychiatrie parce qu'elle est vraiment très intéressante. C'est une approche complémentaire différente des autres approches, elle est très complémentaire et puis elle est intégrative, c'est-à-dire qu'elle prend en charge plusieurs choses à la fois. Elle permet d'agir de plusieurs manières différentes à la fois. Vous avez des confrères ou des personnes à l'étranger qui travaillent sur des choses assez similaires, parce qu'on vous disiez que en France, vous étiez un peu ce village gaulois, un peu unique, à la fois par l'histoire familiale et puis santé mentale, psychiatrie et termes. Dans le monde, est-ce qu'il y a d'autres exemples? Eh bien, il n'y en a pas tant que ça. Il y a des personnes qui s'intéressent, mais ce sont plutôt des centres universitaires qui s'intéressent à la balnéothérapie, font de la recherche, mais rarement des stations thermales. Et là, je suis invité en Estonie pour justement présenter ce sujet avec des universitaires qui s'intéressent à la question, mais qui ne sont pas des spécialistes. Et pour vous dire, je voulais pas y aller, et parce que j'ai beaucoup d'activités, je considère que c'est pas central pour moi de me faire connaître à l'étranger. Je voulais pas y aller et on m'a forcé à venir parce que j'étais le seul à pouvoir vraiment parler de ce sujet-là. D'accord, donc ça les intéresse en tout cas. Ouais. Voilà, exactement. Alors, on parlait de santé mentale dans votre ouvrage, vous soulignez la prévalence croissante des maladies psychiques, on va les reciter, le stress, l'anxiété, fatigue chronique, dépression, burn-out. Voilà, on peut évidemment faire une litanie bien plus longue. En France, 50% environ des consultations de médecins généralistes sont motivées par des états liés au stress. C'est un chiffre qui est absolument énorme. Vous les décrivez comme des maux de notre temps ou une nouvelle épidémie. Alors, on peut parler même de nouvelle épidémie. Où est-ce qu'elle prend ses racines, en fait, selon vous? Je sais que vous aimez aussi citer certains philosophes. On revient, vous avez cité Hippocrate, mais on peut revenir en arrière. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, même si on en parle plus, on a l'impression d'être tous... alors, névrosés, nous le sommes tous, mais en tout cas, là, c'est sur la place publique. Oui, tout à fait. Il y a indiscutablement un courant qui exprime une souffrance. Et ça, c'est quelque chose qui croît depuis 30 ans à peu près. L'OMS le dit et l'affirme avec des chiffres aujourd'hui. L'OMS dit que 13% des gens dans le monde entier, c'est pas que franco-français, souffrent de troubles mentaux aujourd'hui, à l'instant T. Et sur la vie entière, on le sait, Denis Kerr, c'est une fondation, a fait des enquêtes et montre que 25% des gens sur la vie font une dépression aujourd'hui. C'était beaucoup moins avant. Alors, pourquoi? Effectivement, moi, je crois
parce que finalement, j'ai pas non plus de certitude, mais à l'évidence, moi, quand j'entends les gens, quand je vois des histoires de vie, je crois que les gens sont un peu perdus. Ils n'ont plus vraiment de repères, de sens. Ils sont trop. Je crois qu'on est parfois. Alors c'est peut-être un peu l'intérêt de la religion, c'est que avant on était une société religieuse. Finalement, le catholicisme était le maître de nos vies, ce qui posait des problèmes évidemment. Mais aujourd'hui, on s'est tellement écarté de cette dimension que quelque part, probablement, beaucoup de gens se cherchent. Et puis il y a un autre aspect qui va avec d'ailleurs, c'est le problème de l'individualisme. Je pense que c'est ce que disait Ehrenberg, un philosophe, un sociologue. Il écrit un livre qui est intéressant, c'est La fatigue d'être soi. Et il dit, plus on cherche à être soi-même, plus on se sépare des autres, parce que les autres sont parfois un obstacle, à un moment donné sont un obstacle, et donc on devient de plus en plus seul. Le titre est génial, La fatigue d'être soi, déjà ça dit tout. Et cette solitude est épuisante. Et cette solitude a un coût énergétique d'abord, et financier ensuite. Et ça, je pense que on voit beaucoup de gens qui sont à la recherche vous savez, c'est un peu l'idée de, j'ai plus son nom en tête, ce grand philosophe allemand de la fin du 19e siècle, qui disait, Nietzsche, excusez-moi, Nietzsche disait, que vous citez, d'ailleurs, Ouais. L'homme pense radicalement qu'il peut être maître de son destin et changer le monde dans lequel il vit. Exactement. Et en fait, Nietzsche nous pousse à être nous-mêmes. Mais jusqu'où s'arrête le nous-mêmes? À un moment donné, il faut bien que on soit dans la vie, on soit inséré. Et je pense qu'il y a des gens qui sont en recherche par rapport à un état de santé. Alors, il faut dire aussi que les gens souffrent. Les gens sont en recherche d'un moment de silence, d'un moment de recul, et ils ont besoin d'avancer. Mais ils ont une souffrance. C'est vraiment une vraie souffrance. Vous avez vu d'ailleurs les choses évoluer dans le temps, dans votre carrière de médecin psychiatre, et puis les limites aussi de l'approche conventionnelle de la psychiatrie. Je pense évidemment aux médicaments antidépresseurs, aux anxiolytiques, antidouleurs, etc. Psychothérapie même classique. Et en même temps, on n'est pas du tout là pour leur jeter la pierre, puisque vous êtes dans quelque chose de très intégratif. Mais quand même, qu'est-ce que vous observez ? Alors, ce qui est indiscutable, c'est qu'il faut comprendre que ce XXe siècle a été un siècle porté par deux grandes innovations. Une première grande innovation, c'était les psychothérapies, notamment la psychanalyse, qui a eu ses limites, qui aujourd'hui sont bien démontrées, mais qui a vraiment fait penser beaucoup de psychiatres et de psychologues tout au cours du XXe siècle. Et puis après, il y a eu les thérapies cognitives et comportementales qui, elles, ont apporté un peu de bon sens. Oui, les fameuses TCC. Les TCC qui sont extrêmement intéressantes, pragmatiques, efficaces, mais qui ne règlent pas tous les problèmes, qui règlent des problèmes précis. Et puis, en parallèle, vous avez une deuxième action incroyable, ce sont les médicaments. Et vous avez eu vraiment une révolution quand même avec les anxiolytiques, les hypnotiques, les antidépresseurs, les neuroleptiques, tout ça a très bien fonctionné. Et pendant 50 ans, on s'est concentré sur les médicaments. Et puis on s'est rendu compte, au bout de ces deux grands mouvements, médicaments, psychologie, que finalement, malgré tout, il restait des malades, voire même plus encore qu'avant. Donc ça veut bien dire que ça ne règle pas tous les problèmes. Et on a beau prendre en charge maintenant, avec des remboursements, la psychologie des gens qui souffrent, eh bien on voit bien que les cabinets sont toujours aussi remplis, voire plus, et on ne règle pas le problème de psychologie des Français. Donc ça veut bien dire que le problème est plus profond que ça, et ce ne sont pas que des actions isolées ou qui cherchent à aider les gens à aller un peu mieux, il faut vraiment aller en profondeur. Et en même temps, quelqu'un m'a rappelé l'autre fois, je trouvais ça assez intéressant comme remarque, je ne sais plus si c'est un psychiatre qui m'a dit ça, qui disait que il y avait aussi d'autres façons de se soigner avant, qui étaient non conventionnelles, qui ne sont pas du tout des façons de se soigner, mais qui sont des formes d'addiction. On pense à l'alcool, on pense aux drogues. Est-ce qu'il y a une rebascule en fait de ces palliatifs-là vers justement des solutions plus médicamenteuses ? Alors, les deux existent malheureusement et cohabitent très bien, à la fois les malades mentaux qui souffrent, ont des dépressions, des troubles anxieux, et puis des gens qui tombent dans l'alcoolisme ou les toxicomanies. Et je pense qu'il y en a plus qu'avant encore des problèmes d'alcoolisme ou de toxicomanie, mais ça n'empêche pas d'avoir plus d'anxieux aussi. Vous voyez, donc c'est pas simplement c'est un traitement. Il n'y a pas une bascule. Non. Par contre, ce qui bascule, par contre, depuis 15 ou 20 ans, c'est quand même l'accès à des thérapies non médicamenteuses et des thérapies un peu moins traditionnelles. Je mets pas la cure thermale dedans, mais c'est vrai qu'il y a une recherche aujourd'hui de bien-être aussi, mais pas que de bien-être aussi.
aussi, les gens ont perdu confiance dans les thérapies habituelles. Ils en ont marre de prendre tous les jours 3, 4 anxiolytiques. Ils en ont assez d'aller voir pendant des mois et des mois des psychologues parce que parfois, ça répond pas complètement à leurs attentes et les médecins n'ont pas la solution, en fait. Ils ne connaissent pas les thérapies, finalement, qui sortent du cadre habituel. Et donc, on a de plus en plus, mais ça, le Conseil de l'Ordre s'en préoccupe, le ministre de la Santé aussi, tout le monde se préoccupe de cette très grande puissance de la société actuelle à aller vers des nouvelles méthodes. D'ailleurs, je fais un mini détour du côté de ce grand journaliste français qui est Nicolas Demorand, qui a jeté donc ce pavé dans la mare avec son livre Intérieure nuit, où il y commence en disant « Je suis un malade mental ». Je pense à ça parce que vous avez parlé de malade mental. Vous en pensez quoi, vous, en tant que psychiatre? Je crois que tous les psychiatres que j'ai sous la main à Métamorphose, je leur pose la question. Bah oui. Parce que forcément, j'imagine que ça fait du bruit, ça remue et ça met un pavé un peu dans la mare. Vous savez, je vais vous dire une chose qui est extrêmement simple, que je voudrais que vous transmettiez à tous ces lecteurs que vous avez. Nos auditeurs, ils nous entendent là. Ouais. Oui. Moi, j'ai une chose que j'ai apprise dans mon métier, une chose très importante. Le cerveau est un organe. Retenez ces 3 mots, 4 mots. Le cerveau est un organe. Parce que ça veut tout dire. Ça veut dire que contrairement à ce qu'on croit, le cerveau, on n'en est pas le maître. Et le cerveau, à tout moment, peut se mettre à dérailler. Et quand on fait vivre à son cerveau des choses excessivement difficiles, alors pour certains, ça sera pas grand-chose, pour d'autres, ça sera énorme. Mais vous voyez ce que je veux dire, le niveau d'exigence du cerveau est très différent suivant les personnes. Mais vous avez effectivement des personnes qui sont très très fragiles et qui vont tomber très vite dans des dépressions, et d'autres qui vont être beaucoup plus résistants. Mais en tout cas, tout le monde a cette capacité, malheureusement, à voir son cerveau défaillir et aller mal. Alors, Nicolas Demorand, manifestement, il a lui une maladie mentale, puisqu'il a une bipolarité, qui a été soignée par mon maître Jean-Pierre Ollier, qui vient tous les 2 ans à Saujon. Il vient de décéder, mais jusqu'à présent, il vient depuis 20 ans tous les 2 ans à Saujon pour le congrès qu'on organise. Et bon, je connaissais pas leur relation, mais voilà, c'est un vrai malade. Mais ce qui est important, c'est de savoir que cette maladie, elle peut toucher tout le monde à tout moment, et il faut face à l'organe cérébral, il faut être plein d'humilité et plein d'attention, parce que si on n'est pas dans l'attention, on peut tout à fait tomber malade. Vous pensez que c'est bien qu'ils mettent ça sur la table et que les malades mentaux puissent dire « je suis un malade mental ». J'ai une maladie mentale. Je pense que c'est très bien qu'il l'ait fait, parce que ça déstigmate, mais surtout ça permet aux malades mentaux de pouvoir s'identifier à des gens qui réussissent. Vous voyez, les malades mentaux, le problème de la maladie mentale, c'est que c'est quelque chose qui est très humiliant à vivre. Très humiliant parce que d'abord, on souffre, on est très mal, on est vraiment en douleur psychologique, et aussi parce que la maladie mentale, ça isole, et puis ça vous empêche d'aller vers les autres, parce que vous êtes malade 24 heures sur 24, et quand vous êtes malade, ça peut durer 2 ans. Donc vous êtes malade 24 heures sur 24, 365 jours par an, et vous n'êtes pas comme les autres. Vous sentez bien que vous n'êtes pas comme les autres, que vous pouvez pas dire les mêmes choses, que vous n'avez pas la même assurance, que vous avez rien à raconter parce que votre vie est vide, elle est vide de vos symptômes, et derrière les symptômes, vous êtes plus vraiment un être sociable. Donc c'est vraiment des états extrêmement durs à vivre pour les gens. Et donc moi je connais plein de gens qui m'ont dit je préfère avoir un cancer qu'une dépression. Vous voyez jusqu'où ça peut aller. Donc déstigmatiser la maladie, en parler et donner l'espoir justement qu'on puisse travailler, vivre normalement tout en ayant cette maladie, je pense que c'est un message très important. Oui, merci pour ça. Alors, quel profil de patient, une cure thermale psychosomatique, pour quel type de patient est-elle particulièrement indiquée, ou est-ce que ça peut fonctionner finalement pour tout type de pathologie mentale? Faites-nous peut-être un petit panorama. Ça marche absolument pas pour tout type de pathologie mentale, évidemment, notamment pas pour les pathologies aiguës, les grandes dépressions, les états délirants, les gens qui ont des décompensations un peu brutales. La cure thermale n'apportera rien ou quasiment rien. C'est pas adapté, tout simplement. Par contre, là où c'est extrêmement puissant et actif, c'est sur les états anxieux. Les états anxieux qui sont un peu installés. Parce que généralement, quand on a une petite anxiété, on en parle à son psychiatre, à son psychologue, on prend un peu de Lexomil et puis ça s'arrange. Mais malheureusement, vous avez beaucoup de gens pour lesquels, c'est ce dont on parle, vraiment des malades, des gens qui sont en souffrance chronique. Même si le Lexomil, les benzodiazépines ne sont pas neutres.
Ah ben c'est pas neutre. Ça donne... Alors dans les indications d'ailleurs, il y a le sevrage des médicaments anxiolytiques qui fait partie de nos grandes indications à Saujon. Et d'ailleurs pour lesquelles on a une reconnaissance. Enfin, j'en parlerai. Oui, on en parle après. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que aujourd'hui, dans notre société, les gens sont en hyper-stress. On en a parlé. Ils sont tendus, ils sont angoissés, ils n'arrivent plus toujours à faire face à la charge de leur situation de vie. Moi, je pense par exemple à des femmes de 45 ans, que j'en ai vu plein évidemment, qui ont 2 enfants ou 3 enfants, qui ont divorcé et qui travaillent, qui ont les parents qui vont pas bien. Enfin, c'est ingérable. Et plus de femmes que d'hommes ? Plus de femmes que d'hommes. Oui, parce que là, vous citez les femmes, effectivement. Oui, mais les hommes ont peut-être un petit peu moins d'insight. Vous voyez, ils ont un peu moins de capacité ils vont plus boire, les hommes, dans ces cas-là. Je dis pas que c'est bien, mais ils vont plus boire. Ça vous fait rire. Oui, parce que c'est pas glorieux. Oui. Mais voilà, c'est plus leur mode de fonctionnement. C'est assez, vous l'observez. Oui, c'est clair. Oui. Mais pas tous, mais heureusement d'ailleurs. Mais voilà, les femmes ont plus cette capacité à ressentir leurs émotions, à en souffrir, à sentir la charge, mais les hommes aussi parfois, bien sûr. Enfin, c'est pas caricatural quand même. C'est 3 pour 2, quoi. Vous voyez, D'accord. Ou 2. Oui, enfin bon, cet ordre-là. Mais on le voit plus chez les femmes. Et surtout, et puis les femmes sont très engagées par rapport à leurs enfants. Enfin, il y a cette dimension quand même qu'on voit majoritairement. Et tout ça fait que, voilà, la femme de 45 ans, c'est une cible importante, mais aussi les hommes de 50 ou 55 ans qui sont plaqués, enfin bon, ou qui sont simplement épuisés parce qu'ils ont des charges trop importantes. Eh bien, toutes ces personnes, et Dieu sait s'il y en a, ces gens qui sont en burn-out, ou les gens qui ont des stress, des stress post-traumatiques, vous savez, qui ont des stress, on en voit beaucoup aussi, eh bien, ces personnes-là, elles sont dans une tension intérieure qui est extrêmement forte. Et à un moment donné, ce dont elles ont besoin, ces personnes-là, c'est de lâcher prise. Elles ont besoin d'une vraie distance avec leurs problèmes. Elles ont besoin de couper. Si elles ne coupent pas, elles ne guérissent pas. Alors, on met effectivement des médicaments, on écoute, mais les gens, ils ont besoin de prendre du recul, ils ont besoin aussi de faire silence. Ils ont besoin aussi de s'arrêter, de ne plus penser. Et c'est souvent dans ces moments-là que, tout d'un coup, leur cerveau va se mettre à penser beaucoup plus large. Et moi, je suis très surpris parfois par des patients qui viennent faire des cures, qui arrivent à rentrer dans ce lâcher-prise thérapeutique, qui est la seule voie, à mon avis, la seule voie véritable de guérison pour ces patients. La seule voie véritable de guérison, c'est qu'ils arrivent à relâcher ce cerveau. Ce cerveau, il ne se relâchera pas tout seul. S'ils continuent à vivre comme ils vivent, moi je vois souvent des burn-out, je leur dis, vous arrêtez. Ah mais je ne peux pas mon entreprise, etc. Vous arrêtez. Et si vous voulez, il faut en passer par là pour arriver à ce que le cerveau fasse pause et puisse faire reset, puisse se réparer. C'est comme un portable, il a besoin d'être rechargé. Eh bien, à un moment donné, il faut recharger la batterie. Et c'est très étonnant parce que bien souvent, quand on voit des patients, au début, leur discours est pas clair, ils ont des souffrances un peu complexes, et à la fin de la cure, quand ils sont nettement améliorés, leur discours est très clair. Ils vous disent, voilà ce qui s'est passé, il y a 2 ans j'ai eu ça, il y a 6 mois j'ai eu ça. Ils ont une clarté. Leur espèce de brouillard mental a disparu. Exactement. Et puis ils ont plus ce mentisme permanent, cette espèce d'obsessionnalité de la pensée qui est douloureuse. D'agitation, de rumination. Et ça, c'est très douloureux, la rumination. Alors, ce que j'entends, c'est que l'écrin, en fait, que vous proposez permet ce relâchement. Est-ce que finalement, une autre typologie d'écrin pourrait convenir aussi ? C'est la question qu'on pourrait se poser. Oui. Alors, on peut toujours se poser ce genre de questions. Parce que là, vous êtes en train ils sont extraits du monde. Ouais. Et ils ont enfin un espace où, à la fois, on les bichonne, on leur pose des questions, s'intéresse à eux, ils peuvent déposer une parole, bien manger, être tranquille. Oui, non, mais tout ça, c'est indiscutable. Ça fait partie de la prise en charge. Mais il ne faut pas oublier que dans les cures thermales, vous avez l'eau. Alors, voilà. Et l'eau, c'est quand même un acteur, comme je le disais tout à l'heure, depuis 2500 ans, manifestement, c'est quelque chose qui est très important dans la médecine. Ça a toujours été d'ailleurs un traitement. C'est assez étonnant. D'ailleurs, moi, j'ai un rapport à l'eau qui est beaucoup moins essentiel que certains de mes patients qui, pour eux, c'est fondamental. Ouais, c'est charnel, quoi. C'est charnel. Et ça pose la question quand même de nos origines, de notre vie intrafétale. On a quand même vécu
plusieurs mois dans l'eau quand on était enfant, enfin quand on était fœtus. Et puis après, il y a eu les bains maternels avec la maman. Enfin, ce sont des moments qui peuvent construire une relation très forte avec cet organe, cet élément de la nature. Et c'est vrai que l'eau, c'est quand même particulier, on peut pas le nier. Il n'y a qu'à lire les écrits de Bachelard, où il ne cesse de dire combien l'eau est une mère, est un lait, est un traitement nourrissant, etc. Et voilà. Et puis voilà. Enfin, il y a mille choses à dire sur le symbolisme de l'eau. Et vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure du lâcher prise, nous on a fait une expérimentation à Saujon, qu'on a fait il y a 2-3 ans seulement. C'est une chose que j'avais expérimentée très puissamment dans mon travail, 30 ans d'expérience personnelle. Et j'ai vu que les patients, quand ils allaient bien, je leur posais toujours une question, quand ils étaient contents de la cure, je leur posais toujours une question: est-ce que vous avez pu lâcher prise pendant les soins, principalement le bain et le massage? Et est-ce que vous avez pu vous détendre? Ils me disaient oui. Est-ce que vous avez pu vous endormir? Souvent, ils me disaient oui. Et puis, les gens qui n'étaient pas améliorés, je leur demandais s'ils avaient pu se détendre, et comme par hasard, ils me disaient non. Donc, j'ai fait vraiment ce rapport. Et à un moment donné, on a fait une étude avec des universitaires de Marseille, Bordeaux, Nancy, et on a suivi des patients, 110 patients qui ont fait la cure, qu'on a surveillé tous les jours par rapport à leur état de relâchement. Et on s'est aperçu que quand les patients arrivaient à se relâcher tous les matins, alors pas forcément le premier jour, le deuxième jour, mais assez rapidement, au bout de quelques jours, quand ils arrivaient à lâcher prise tous les matins, sur l'ensemble des 18 jours, enfin donc 12, 13, 15 jours au moins, eh bien, on avait en corrélation une amélioration de l'état clinique, c'est-à-dire de l'anxiété, de la dépression modérée, et du sommeil, des troubles du sommeil, de 44%. Là où chez les autres, qui n'avaient pas lâché prise, on avait 10% d'amélioration. Ah oui, c'est fou. Donc c'est pour ça que vous dites que votre but, quand les gens arrivent, c'est qu'ils arrivent le plus vite possible au lâcher prise, en fait. Quand je vois les patients, je leur explique. Ce qui est presque antinomique quand on y pense d'ailleurs. Oui. Parce qu'on arrive le plus rapidement possible à un lâcher prise. Et pourtant, c'est ça qui fonctionne. Oui, c'est ça qui fonctionne. Et voyez, ce qu'il y a de passionnant, et justement c'est tout l'intérêt de l'eau, ce qu'il y a de passionnant dans le travail psychologique qu'on fait avec les curistes, c'est qu'on leur explique que, on va pas leur dire, comme on peut le faire en relaxation, en méditation, détendez-vous, ce qui est un ordre. Relâchez-vous, ne pensez à rien. C'est carrément l'injonction. C'est une injonction, exactement. Et on n'est pas là-dedans. Détendez-vous. Voilà, exactement. On imagine. Exactement, c'est exactement. Et moi, je suis toujours un peu, j'en fais, de la relaxation, méditation, on fait ça. Mais je trouve que c'est un peu particulier. Puis souvent, on n'a pas le temps. Alors que là, vous avez vos 3 semaines. Et vos 3 semaines permettent vraiment à votre patient même s'il n'y arrive pas le premier jour, même s'il n'y arrive pas le deuxième jour, de savoir que il est dans cette démarche. Moi, j'ai une patiente il n'y a pas très longtemps. Elle est arrivée, elle était très déçue parce qu'elle n'était pas mieux au bout de 8 jours. Et je lui ai dit, on a travaillé le relâchement, on a travaillé la relaxation. Je lui ai expliqué combien c'est important qu'elle ne pense plus à ses parents qui sont très en mauvaise santé, qui lui posent des problèmes, etc. Mais elle a une organisation, tout est en place. Je lui ai dit, vous arrêtez de penser à vos parents. Enfin, vous arrêtez. Vous concentrez sur vous, vous recentrez sur vous. Vous avez des outils, j'imagine, pour aider les gens à se relâcher. Oui, bien sûr. On a des outils pour se relâcher. Et puis la parole aussi. La parole, quand même, aide les gens à prendre conscience de cette nécessité absolue. Et elle a fait les 2 dernières semaines remarquablement bien. Elle est ravie, elle est très améliorée. Intéressant. Alors justement, les propriétés de l'eau, pour revenir là-dessus, on a parlé de l'eau symbolique, mais l'eau thermale a des propriétés particulières qui induisent ça. J'ai fait, alors je nomme 2 émissions. J'ai fait une émission sur la santé bleue avec la journaliste Pascale Derme, qui avait fait tout un documentaire sur le sujet, et donc qui a parcouru le monde pour montrer les bienfaits de l'eau, vraiment passionnant. Si en tout cas le sujet vous intéresse, je fais des liens pour les auditeurs. Et puis aussi avec Fabienne Raoul, qui était ingénieure, elle, dans le nucléaire, et puis qui a complètement changé de voie, qui est devenue thérapeute et qui s'est beaucoup intéressée aussi aux propriétés de l'eau, notamment dans le cadre, ça n'a rien à voir, des miracles à Lourdes, pour savoir si cette eau avait quelque chose de particulier ou pas, qu'est-ce qu'il pouvait induire. Donc je fais simplement des ponts avec notre émission. Et alors l'eau thermale, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Alors l'eau thermale, c'est une eau qui a des propriétés, c'est une eau minérale qui doit avoir à peu près 2000 ans d'âge, c'est une eau qui est constituée de magnésium bien sûr, de calcium et puis de lithium aussi. Donc ce sont des éléments importants. Alors, lithium intéressant. Ouais, lithium intéressant, mais
peut-être pas suffisant pour expliquer, parce que le lithium, c'est le traitement de la bipolarité. Ouais, forcément, on fait le lien. Voilà, mais en même temps, un peu un raccourci rapide dans ma tête. Oui, c'est pas. Puis les doses sont pas énormes. Oui. Donc, moi, je pense qu'il y a deux regards. Il y a un regard qui est effectivement le regard des produits qui sont à l'intérieur de l'eau, et on a toujours considéré que ces produits étaient importants. Et dans les études qu'on a menées, on a toujours fait avec des eaux thermales qui ont des caractéristiques absolument communes avec les eaux de Saujon. Donc on considère que vraiment ce sont des eaux spécifiques. Mais moi, je vais plus insister, parce que je pense que dans notre spécialité, c'est plus important. J'ai insisté sur le caractère, le contact de l'eau et de la peau. Je pense que c'est vraiment là que se passe quelque chose. Je pense que notre cerveau, si vous voulez, quand il souffre, et Dieu sait si ça peut arriver qu'un cerveau souffre, eh bien, il envoie son agression. Parce que vous savez, le cerveau, il a deux voies de dérivation. Il a une voie qui est la pensée et une voie qui est le corps. Donc, quand je suis angoissé, quand j'ai une émotion, pour me décharger de cette émotion, j'ai soit la pensée, je me mets à penser, soit je me mets à agresser mon corps. Et aujourd'hui, pour des tas de raisons, on est beaucoup plus cérébraux que corporels, si je puis résumer. Oui. Beaucoup plus. Et c'est une caractéristique qui est forte de notre société, qui d'ailleurs explique aussi peut-être justement ces problèmes de santé, ces problèmes de fatigue, ces problèmes de symptômes corporels. Et donc... on est des hamsters dans notre tête, quoi. C'est ça que vous êtes en train de dire. Ouais, exactement. Ouais. Exactement. Et donc, si vous voulez, quand vous êtes en contact avec l'eau du bain, l'eau du massage, l'eau de la douche, vous avez une sensation physique qui arrive sur vous et qui modifie un peu votre cerveau, qui va entraîner des modifications. Alors ça a été démontré très récemment dans une étude qui n'est pas encore sortie au niveau international, parce c'est très récent, mais on a une étude qui montre que les patients... C'est vous qui l'avez faite, hein, cette étude. Que j'ai menée en collaboration avec une équipe de Poitiers, des universitaires Poitevin, qui ont une IRM fonctionnelle. Une IRM fonctionnelle, c'est une IRM qui... Vous savez, c'est un film, hein, c'est une vidéo qui dure le temps qu'on veut, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Et on voit comment est le cerveau des patients avant la cure, à la fin de la cure et un mois après la cure. Et on regarde une zone qui est connue parce que c'est une zone qui est vraiment très sensible à l'anxiété. C'est-à-dire que plus vous avez d'anxiété, plus votre zone s'excite. Il y a des petits ions là qui sont en activité, et moins cette zone est excitée, plus évidemment elle se calme et vous avez moins de petites particules. Et on a donc fait un travail sur ces patients qui venaient faire des cures et qui ont regardé comment évoluait leur cerveau au cours du temps. Eh bien, je vais peut-être pas vous surprendre parce que vous y attendez, mais en tout cas, nous, on était surpris de voir que ce qu'on constate cliniquement, c'est-à-dire une amélioration d'environ 50% des symptômes sur les 4 mois qui suivent la cure, sur plusieurs études qu'on a réalisées, eh bien, on a exactement les mêmes constats en pourcentage d'amélioration sur la réduction, vous voyez, des marqueurs cérébraux dans cette zone spécifique qui est l'insula et qui est une zone spécifique de l'anxiété. Donc, on a prouvé finalement par des IRM fonctionnels, donc par quelque chose de très objectif, que cette sensation clinique, cette perception qu'ont les patients est absolument parfaitement juste. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, on a prouvé ça. On a prouvé donc l'impact de la cure, de l'action de la balnéothérapie sur le cerveau. Et alors comment ça marche ? Eh bien, simplement, vous comprenez bien que il faut savoir quand même que 1/3 de nos cellules cérébrales se terminent au niveau de la peau. Et donc quand vous stimulez agréablement la peau, vous stimulez le tiers de votre cerveau. Et c'est direct, hein, c'est le moi-peau, le fameux... Le moi-peau, exactement. Et oui, c'est en yeux, c'est en yeux. Et le moi-peau, c'est la différenciation, c'est-à-dire la prise de conscience qu'on a un corps, qu'on a... Et je ne suis pas maman, et je suis qui je suis, exactement. etc. Mais vous savez, moi, j'ai des patientes qui me disent, quand je me mets dans l'eau, je me suis rendu compte que j'avais un corps. Mais je l'ai entendu des dizaines de fois, ça. Quand je me mets dans l'eau, je me rends compte que j'ai un corps. Mais ces gens-là n'étaient jamais allés dans l'eau ? Il y a un truc qui m'échappe, là. Non, c'est parce que ils étaient tellement dans leurs pensées. Moi, j'ai des gens qui me disent, j'avais l'impression d'avoir un cerveau et 2 yeux sur mon ordinateur toute la journée. Oh là là, c'est Wall-E, là, le fameux film, là. Voilà, mais exactement. Et à un moment donné, ils se reconnectent à leur cerveau, à leur corps. Et ils font l'unité du corps et de l'esprit. Et ça, et le corps fait un travail, si vous voulez, un travail de stimulation. D'ailleurs, on voit bien que le métabolisme se remet en route, parce qu'il y a aussi des éléments très intéressants de preuve. C'est la réactivation du système inflammatoire.
comme on le fait avec l'alimentation. L'alimentation, on a ces mêmes résultats. On a exactement les mêmes résultats sur les interleukines, sur l'inflammation générale. Vous avez une normalisation des facteurs inflammatoires. Vous avez une normalisation du cortisol, vous savez, qui est impliqué dans le stress, de l'hypothalamus, des endorphines, tout ça. Et on sait que d'ailleurs, chez les femmes, puisque vous parliez de la femme de 45 ans, en préménopause, on a des effets de cortisol avec les hormones qui chutent, qui sont quand même assez impressionnants. Ouais. Absolument. Donc, qui vient... Alors, c'est marrant parce qu'en vous écoutant, je repense à votre phrase de tout à l'heure. Le cerveau est un organe. Vous avez dit de bien retenir cette phrase. Ouais. Je la dis bien ? Oui, très bien. Alors, je repense à cette femme, Gerda Boysen, qui a été initiatrice de la psychologie biodynamique, qui est morte maintenant, et qui disait « Le corps a un esprit bien à lui ». Et quand vous parlez du lâcher-prise du corps, je pense à cette phrase aussi. Parce que finalement, on pourrait dire la même chose. Oui, alors c'est la question. Oui, je crois, c'est ça. Je crois que là, on est trop aujourd'hui attaché à notre cerveau. Dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Dans tous les sens du terme. Dans notre dimension sociale, dans le travail, dans l'activité qu'on mène, etc. Le corps n'est qu'un obstacle qui nous empêche de faire les choses plus vite. Voilà. Oui. Parce que c'est devenu un outil d'asservissement, en fait, c'est exactement ça. Du mental. Ouais. C'est exactement ça. Et le corps, pas du tout. Le corps, non seulement il s'exprime, mais il vous aide à aller mieux. C'est-à-dire que quand votre corps va bien, quand vous faites du sport, on le sait d'ailleurs, c'est très connu, quand vous êtes dans l'eau, la balnéothérapie, eh bien vous faites attention à votre corps et votre corps va mieux et il vous renvoie des informations positives qui améliorent considérablement votre cerveau, qui le détendent, qui le relâchent. Et c'est un moyen d'accès très important à se lâcher prise. Oui, alors c'est vraiment, d'ailleurs vous l'appelez le lâcher-prise thérapeutique, vous avez mis au point cette échelle pour le mesurer. Oui. Alors lâcher-prise thérapeutique, parce que le lâcher-prise, c'est un mot très, très, très commun, donc il fallait le différencier. Et ça s'adresse à des gens qui sont en souffrance, qui sont en difficulté. Alors on disait au début que les gens viennent vous voir pour tout un tas de choses, mais globalement, surtout pourquoi d'ailleurs ? On l'a pas redit. Oui, alors tous les patients qu'on a sont anxieux. Ça, on avait fait une petite enquête comme ça, on avait sur 40 patients, ils avaient tous les critères de l'anxiété. Donc, ils sont tous anxieux un peu chroniques. Beaucoup ont des troubles du sommeil, parce que c'est malheureusement assez fréquent. Après, vous avez beaucoup de burn-out. Alors, burn-out au sens large, c'est-à-dire, bien sûr, des burn-out, des vrais burn-out professionnels, mais aussi des gens qui sont fatigués par le contexte du travail et la charge mentale. Et puis, vous avez des gens qui ont des situations d'aidants, par exemple. Ce ne sont pas vraiment des burn-out, mais ce sont quand même des gens fatigués. Puis, vous avez des gens qui ne sont pas forcément actifs et qui vous disent « je suis en burn-out ». C'est assez curieux, mais ils le pensent. C'est-à-dire qu'ils ont un état de fatigue qui est extrêmement invalidant et c'est un peu la caractéristique. C'est l'état d'épuisement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ces gens qui sont fatigués d'être eux-mêmes, qui se sentent un peu seuls aussi peut-être, et qui se retrouvent, et qui ont besoin d'un ressourcement à la fois physique, psychologique, et d'une resocialisation aussi. D'ailleurs, je me souviens que le professeur Pierre Philippe, qui est pas très loin de chez vous, qui est à Bordeaux, que vous devez certainement connaître. Je connais bien, je travaille avec un de ses élèves beaucoup, qui s'appelle Jean-Arthur Micoulot, qui est un de ses élèves et que je connais, qui est un ami, qui travaille beaucoup avec nous. Et je l'ai croisé hier par hasard dans la rue, Pierre Philippe. C'est marrant. Amusant. Alors qu'on fait des choses, on travaille aussi ensemble, c'était marrant. Mais en tout cas, il redit que la définition du burn-out, en réalité, les vrais burn-out, il y en a beaucoup, mais que tout le monde, c'est devenu aussi un mot un peu fourre-tout, effectivement. Voilà. Bien sûr. Donc c'est un état d'épuisement généralisé. Oui, il faut pas se crisper, parce que, quand on est scientifique, peut-être, mais on comprend bien ce que les gens veulent dire quand ils disent burn-out. Ils disent vraiment qu'ils sont épuisés. Et vous savez que dans les burn-out, il y a une chose qui est importante, justement, c'est que vous savez, le burn-out, c'est littéralement, c'est un état c'est le cerveau qui est cramé. C'est ça que ça veut dire, littéralement. Il y a un truc qui a grillé, quoi. Qui a grillé, exactement. Les plombs ont sauté, mais tout a grillé. Exactement. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire comme psychothérapie avec un gars qui a le cerveau grillé ? Qu'est-ce que vous allez mettre comme médicament il faut le reposer, ce cerveau. Il faut qu'il s'arrête. Il faut qu'il se lâche. Il faut c'est exactement comme une charge électrique. Il a besoin de s'arrêter. Et c'est tellement simple que les gens n'arrivent pas à le comprendre. C'est vraiment la maison qui a tout brûlé, là. Ouais. Alors, vous évoquez aussi la crise thermale qui peut survenir, je crois que c'est vers les 7e jours de cure, c'est ça ? Et que finalement, elle est assez intéressante. Vous allez nous expliquer pourquoi. Parce que ça peut être une forme de rebond, en fait, cette crise. On touche un peu le fond, mais pour mieux renaître.
Oui, c'est exactement ça. Alors, il y a sans doute des aspects biologiques qui font notamment les anti-inflammatoires, le cortisone, ça, qui fait qu'il y a vraiment un remue-ménage dans le corps qui fatigue et qui crée cette fatigue. Il y a aussi, je pense, des aspects un peu musculaires aussi. Vous savez, quand vous avez un muscle qui est hyper tendu, quand il se relâche, enfin, il est tendu depuis 3 mois ou depuis 6 mois. Quand il se relâche, ça fait mal un peu. Vous voyez ça. Quand on se réveille le matin, parfois, on a une mauvaise position et on a mal quand on détend la position. Vous voyez, la détente peut faire mal et c'est un peu curieux et c'est un peu ce que ressentent ces patients. Et puis, il peut y avoir aussi un aspect psychologique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont tellement dans la gestion du stress, enfin, la peur de faire face au stress de la vie, en fait. Il y a des gens qui sont hyper angoissés par la vie. Enfin, c'est certain. Et même peut-être par des choses extrêmement anodines, simplement la maladie, la souffrance, la mort un jour, etc. Vous dites extrêmement anodine, j'aime bien la souffrance, la maladie. Oui. Non, mais qui font partie qui sont constitutifs de l'être humain. Oui, voilà, ce sens-là. Voilà, c'est dans ce sensla, exactement. Vous m'avez bien compris. Oui. Merci. Non, mais c'est vrai qui ont des espèces de peurs primitives, vous voyez, des peurs primitives qui sont obligés de combattre en permanence par une hyperactivité qui leur donne l'illusion d'être immortels en quelque sorte et d'être sans danger. Et en fait, ces gens-là, quand ils acceptent de faire face finalement à la réalité de la vie, de leur existence, eh bien, ça peut déclencher une sorte d'angoisse paradoxale, mais qui est bienfaitrice. Hein. Qui est bienfaitrice, et puis pour un rebond, vous observez une sorte de rebond après. Oui, c'est pas anodin. Hein. Quand ce phénomène se passe, c'est pas anodin. Il se manifeste comment d'ailleurs ? Par cette crise, en fait, par cette plainte. Mais c'est quoi ? C'est une sorte d'anxiété paroxystique ou Alors, ils ont des angoisses, ils ont des insomnies, ils ont de l'irritabilité, ils ont des douleurs, beaucoup de douleurs aussi, et parfois un mal-être. Et certains, moi ça m'est arrivé souvent, au début j'étais un peu hésitant, que certains me disaient j'ai envie d'arrêter la cure. Vous voyez, ça les perturbait. Ouais, c'était trop fort. On trouve ça aussi dans le jeune. Hein. On sait qu'il y a aussi une crise de détox dans certains jeunes encadrés, médicalement. On pense à ce que fait Buchinger en Allemagne. Alors, dans les indications et aussi d'autres pathologies, vous parlez de la fibromyalgie, par exemple. Alors, c'est vrai que la fibromyalgie, c'est encore assez méconnu, parce que il y a de multiples symptômes. On peut confondre avec d'autres maladies, entre soma, psyché, etc. On sait pas trop. Enfin, ça paraît parfois un peu obscur. Comment est-ce que vous traitez cette maladie ? Comment est-ce que vous en occupez ? Alors, la fibromyalgie, c'est une maladie intéressante, je trouve, qui a été trouvée ou diagnostiquée par les rhumatologues. Bon, alors que ça semble pas tellement être une maladie rhumatologique, au fond, puisque les fibromyalgiques, d'abord, les douleurs sont pas vraiment au niveau des articulations, mais plutôt un peu à côté, à faible distance. Mais surtout parce que, vous avez 75% des fibromyalgiques ont des troubles dépressifs, ont des troubles du sommeil, 90% des troubles du sommeil, et de l'anxiété, c'est dans ces mêmes zones. Et on sait bien que l'impact de l'état psychologique des individus joue un rôle considérable sur la perception de la fibromyalgie. Cela étant dit, il y a vraiment des gens qui souffrent de manière très chronique et presque permanente de douleurs, sans qu'on ne trouve rien pour expliquer ces douleurs. Il n'y a pas de substrat anatomique qui explique ces douleurs, donc c'est très compliqué. Moi, ce que je remarque, c'est que ces gens-là, quand ils viennent en cure, qui est d'ailleurs un des traitements les plus efficaces, reconnu par l'EULAR, qui est l'organisme européen de conseil un peu pour les fibromyalgiques, eh bien, eux, ils disent que la cure thermale représente un mode de traitement au moins comparable au plus fort antalgique. Sauf qu'il n'y a pas cette dépendance à ces médicaments dangereux. Et c'est vrai, c'est vraiment ce qu'on constate. Alors nous, on accompagne aussi ces patients fibromyalgiques d'une gestion de la douleur. Parce que la douleur, si vous voulez, dans la douleur, il y a un côté très psychologique. Vous savez, la douleur entraîne la douleur, la peur de la douleur entraîne la douleur. Et on connaît tous ces cercles vicieux qui font que la pensée favorise, quand on se concentre sur sa douleur, eh bien la douleur s'amplifie considérablement. Et donc nous, on va beaucoup travailler sur cette désamplification, sur cette confiance dans son corps, et puis c'est souvent assez efficace, mais il faut reconnaître que les fibromyalgiques sont rarement complètement sans douleur, même si leur état s'améliore. Leur état s'améliore. Vous travaillez comment justement avec les autres médecines intégratives, puisque vous avez cité la médecine intégrative tout à l'heure. Je pense évidemment à l'alimentation, à l'acupuncture. L'alimentation n'est pas
une médecine à proprement parler, bien qu'Hippocrate disait l'inverse, mais en tout cas, comment est-ce que vous intégrez tout ça? Alors c'est une question qui me plaît bien parce que en 2012, j'ai lancé à Saujon quelque chose qui vraiment s'impose aujourd'hui comme quelque chose de très important dans les stations thermales et surtout à Saujon, c'est l'école thermale du stress. On a créé en fait avec des psychologues que j'ai recrutés, on a créé un centre donc destiné aux curistes, mais pas que, aussi à des gens qui viennent pour des séjours beaucoup plus courts, qui viennent pour une semaine. Est-ce que vous accueillez combien de personnes à peu près? Jusqu'à combien? Alors on accueille à peu près 12 personnes par programme. On a une dizaine de programmes. Alors vous avez la gestion du stress bien sûr, vous avez le burn-out, la prévention du burn-out. Donc vous avez des programmes courts de 5 jours et des programmes de 3 semaines. Vous avez du sevrage des anxiolytiques, vous avez le trouble du sommeil, vous avez le stress post-traumatique. Là on est en train de développer un programme aussi pour les blessés de guerre. On a énormément de programmes qui sont mis en place et voilà. Et donc donc ce sont des gens qui pendant les 3 semaines de leur cure vont avoir des ateliers 2 à 3 fois par semaine avec un peu de relaxation, mais aussi vraiment de la psychoéducation vraiment. Oui. Voilà. Et puis alors ça c'est la partie je dirais ça c'est un peu le menu, mais vous avez aussi la carte et vous avez des tas de propositions qui sont proposées aux patients, c'est-à-dire ils peuvent faire une séance d'hypnose ou 2 ou 3, ils peuvent faire l'acupuncture, ils peuvent faire de la relaxation, de yoga, du douyin, enfin on a vraiment de la méditation, on a vraiment beaucoup de propositions à leur faire. Ouais. Et bien sûr de l'alimentation. Bien sûr. Vous dites d'ailleurs que la sociothérapie, l'interaction avec d'autres patients est très important aussi, le fait de pouvoir se retrouver comme ça entre curistes, ou pas d'ailleurs, peut-être pour certaines personnes ça peut être compliqué. Ça participe à des voies de guérison? C'est très important et c'est vraiment une dimension, même une indication de la cure. Vous avez beaucoup d'anxieux, je vous disais tout à l'heure, les gens se referment, se replient sur eux, ils ont honte d'eux, ils ont peur du contact avec les autres, ils ont cette espèce de rétractation et c'est vrai que ce dont ils souffrent peut-être le plus, c'est l'isolement. Et donc là, qu'est-ce qui se passe en cure? Eh bien, alors outre bien sûr le lâcher prise, l'encadrement médical, etc., qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les gens vont croiser des personnes qui sont comme eux, qui ont les mêmes histoires qu'eux, le même passé, parfois qui vont beaucoup mieux, ça leur fait beaucoup de bien de savoir qu'ils ont été comme eux et ils vont mieux. Ils se sentent au même niveau que les autres, quelque part, ils n'ont pas ce sentiment de différenciation. Ils ont des médecins, des infirmières, des psychologues qui les comprennent, qui savent que ce qu'ils vivent est anormal, bien sûr, mais normal par rapport à leur état et classique, et qu'il y a des solutions pour en sortir. Voilà. Et donc, ils ont vraiment besoin de sortir de cet isolement. Oui. Vous avez parlé du sevrage des anxiolytiques et du sevrage peut-être d'autres médicaments. C'est vraiment très intéressant comme indication. Peut-être détailler un peu plus cet aspect-là. Oui, alors ça aussi, c'est une autre fierté un peu parce que, d'ailleurs, c'est ce qui a lancé l'école thermale du stress, c'est ce programme-là. Un programme qu'on a fait avec des universitaires de Paris, de Sainte-Anne. À quel rythme et comment réduire les médicaments et puis comment accompagner les gens à psychologiquement mieux vivre l'arrêt des médicaments. Et donc on a un double programme, un programme de réduction des médicaments et un programme d'accompagnement psychologique dans le cadre d'un groupe, donc d'une psychoéducation. Et on a fait une première étude. C'est intéressant les groupes. Oui, c'est très intéressant. Parce que je pense à notre ami psychiatre américain Irvin Yalom là et ses groupes. D'accord. Je sais pas si vous le connaissez. Non, je le connais pas. Non, je le connais pas. Moi, je suis pas un grand voyageur. Je fais mon petit boulot dans mon petit coin, mais alors je vais dire à Ariane qui est pas loin dans la salle de vous offrir un livre avec plaisir. d'Irvin Yalom parce que je crois que c'est un des grands précurseurs des groupes en thérapie et qui a vraiment documenté ça en disant combien en fait c'est important aussi de parler entre patients. On pense évidemment aux alcooliques anonymes, etc. Bien sûr, mais là, ce que vous faites, c'est de cet ordre-là. Exactement ça. Et non, mais c'est vrai, il y a un effet groupe qui est considérable. Et d'ailleurs, les gens gardent des liens très souvent pendant longtemps après. Enfin, non, mais c'est formidablement intéressant cette dimension-là. Et donc les patients viennent, ils s'engagent à tenter d'arrêter leurs médicaments ou du moins de les réduire de manière importante. On a fait une étude sur 6 mois post-cure et on a eu 41% des patients qui ont arrêté complètement leurs médicaments et l'ensemble des patients a réduit de 75% exactement leur consommation moyenne. C'est-à-dire quand ils prenaient 4 médicaments, ils en prenaient plus qu'un à la fin en moyenne. Et sur tout type de médicaments non, que les anxiolytiques. Ah d'accord, là on est toujours sur les benzodiazépines en fait. On est sur les benzodiazépines. Ouais.
Ce qui est essentiel parce qu'on sait combien c'est complexe. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'on a comparé les 41% qui ont arrêté les médicaments avec les 58% qui ne les ont pas complètement arrêtés, qui les ont réduits mais pas complètement arrêtés. Eh bien, les patients du premier groupe, non seulement ils ont arrêté les médicaments, mais en plus, ils étaient beaucoup mieux cliniquement que les autres. Intéressant. Ouais, très intéressant. Et ça, c'est sur prescription médicale. Quand on va dans une cure thermale, c'est uniquement sur prescription ou on peut y aller par soi-même et payer la cure? Alors, si vous pouvez y aller par vous-même si vous faites une mini-cure. Par exemple, vous faites une semaine, vous faites 15 jours, vous avez le droit, bien sûr, ou même 3 jours. Là, vous pouvez faire effectivement dans des programmes pour 5 jours, même pour 3 jours. Maintenant, on fait des programmes pour 3 jours pour des gens qui veulent vraiment se détendre, se relâcher avec un accompagnement à l'école thermale. Mais ça, c'est hors sécu. Si vous voulez faire une cure, c'est 3 semaines. Ce qui, moi, me gêne un peu. J'aimerais bien qu'on puisse proposer aux actifs 2 semaines, notamment tous les actifs, les gens, parce que nous, on est une moyenne d'âge de 55-56 ans. Et donc, ça veut dire qu'on a plein d'actifs qui c'est pas évident de prendre 3 semaines par rapport à ses enfants. Tout ça. Puis du coup, faites un trade-off, entre guillemets, vous êtes obligé de choisir entre vos vacances avec vos enfants puis une cure pour vous, quoi. Alors, on aimerait vraiment développer ça, mais là, le ministère de la Santé... Sur 2 semaines, c'est ça? On aimerait développer les 2 semaines pour les burn-out, Pour les burn-out. Pour les actifs, les actifs. Mais aujourd'hui, la Sécu rembourse les cures de 3 semaines, qui sont prescrites par des médecins, Pas que par des psychiatres. Non, médecins généralistes et même d'autres spécialités peuvent le prescrire. On approche de la fin de cette émission, docteur. Est-ce que vous avez envie de nous raconter peut-être 1 ou 2 cas cliniques, peut-être de personnes qui vous ont marqué dans votre pratique, qui sont arrivées avec une problématique? Alors, vous pouvez prendre des cas gênés, un cas, pas forcément des personnes évidemment qui se reconnaîtraient, mais en tout cas... et qui, à travers un parcours thérapeutique de cure thermale, va se retrouver dans une autre situation, dans un autre état. Alors moi, j'ai une patiente qui m'avait marqué parce que j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais elle est arrivée en cure, elle était vraiment pas bien, mais elle n'arrivait pas à décrire du tout ce qu'elle ressentait. Elle avait aucune capacité de description, ni physique ni mentale. Ouais, elle était pas bien, voilà. Et puis à la fin de la cure, elle m'a parlé de la cure d'une manière mais incroyable. Elle m'a dit effectivement, je n'avais plus qu'un cerveau, je n'avais plus l'impression d'avoir de corps, je ne sentais plus mon corps, je ne percevais plus de corps. J'étais dans une tension extrême, mais j'étais dans une tension dépassée, vous voyez, où la perception n'arrivait plus à mon cerveau. Et elle m'a expliqué que vraiment, il y a une transformation, vraiment, d'abord en ressentant l'eau, en ressentant quelque chose d'extérieur à elle, et puis après, en ressentant que cette perception, ce système nerveux qui se réactivait, venait agir sur son cerveau et venait casser un peu cette espèce d'automatisme de la pensée, vous voyez. Et vraiment, elle m'a, je dirais pas qu'elle m'a éclairé parce que je l'avais un peu compris, mais vous savez, quand les gens vous disent ça avec une force incroyable, ça m'avait beaucoup marqué. Et puis, une autre patiente qui m'avait marqué aussi, que je n'ai jamais vue de ma vie, que j'ai jamais suivie, que j'ai jamais soignée, que je vois un jour dans le centre thermal et qui m'interpelle et qui me parle fortement et durement. Elle me dit: docteur, c'est scandaleux. Alors, je suis embêté, je me dis: il y a un problème, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vous arrive? C'est scandaleux. Puis elle le dit 3 fois. Et puis elle était très énervée et je ne savais pas comment j'allais me sortir de ce truc parce qu'il fallait bien que je gère la situation. Et elle me dit: c'est scandaleux. Ça fait 17 ans que je suis soigné en psychiatrie. 17 ans. Je lui dis: oui, madame, je suis vraiment désolé pour vous. Et je viens de faire une cure pour la première fois de ma vie et ça m'a fait un bien fou. Je suis guéri. Voilà. Et ça fait 17 ans que mon médecin me prescrit des médicaments, que je vais voir des psychologues, etc. Et il m'a jamais parlé de la cure thermale. C'est sur Internet que j'ai vu que ça existait. Et elle était scandalisée parce qu'elle avait l'impression d'avoir perdu 17 ans de sa vie, alors qu'en faisant une cure, elle a guéri. Vous voyez beaucoup de profils comme ça qui ont été en errance médicale et qui arrivent là? Ah oui, on en voit forcément. Parce que je repense à notre Nicolas Demorand, mais dans son ouvrage, c'est quand même un des gros messages de son livre, c'est de dire qu'il a été en errance médicale pendant 10 ans avant qu'on diagnostique sa bipolarité. Et donc, souvent chez les bipolaires, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, on diagnostique souvent des dépressions et avec des traitements qui sont pas adéquats en fait à des bipolaires. C'est vrai, et c'est encore peut-être plus vrai dans l'anxiété, parce que dans l'anxiété, il y a une sorte de
de banalité des symptômes. Je suis fatigué, je dors mal, j'ai des douleurs. Enfin, c'est pas. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas du tout que c'est une souffrance. Vous voyez, pourquoi la fatigue de l'anxieux est plus importante que la fatigue que vous, moi, avons actuellement. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est difficile de décrire précisément ce que c'est qu'une fatigue ou ce que c'est qu'une angoisse. Encore parfois les angoisses, elles obligent quand même à des discours un peu spéciaux. Mais il y a pas mal de symptômes qui sont toutes les somatisations qui sont proches de la normale. Et donc il y a beaucoup de gens qui sont dans l'errance, qui sont pas compris, qui ont l'impression qu'on s'intéresse même pas à eux, vous voyez, qui ont l'impression que les médecins, parce qu'ils connaissent pas bien, ne comprennent rien à ce qu'ils ont, vous voyez. Et ça c'est vraiment une problématique. Et une autre problématique aussi, c'est l'hyperpsychologie. Oui. Je crois qu'aujourd'hui, on est trop dans un monde de psychologie. J'en ai parlé dans le podcast précédent, d'ailleurs. Ouais. C'est la question que je posais à mon invité qui est psychologue clinicienne, et je lui disais, est-ce que finalement, on psychologie sous... Alors, à la fois, c'est bien, parce qu'on parle, et ça sort du bois. Et en même temps, on est tous là avec nos pathologies, nos névroses sur la table. Et donc, comment est-ce qu'on fait société avec ça aussi? C'est complexe. Oui. Et puis, il faut bien distinguer, encore une fois, ce qui est, entre guillemets, normal. Parler de ses émotions, de son passé, ce sont des choses qui sont relativement normales. Et puis, traiter une personne qui va mal. Vous voyez, c'est vraiment deux choses différentes. Le lâcher-prise thérapeutique, c'est pour des gens qui sont vraiment malades. En souffrance. Vous voyez, en souffrance. Sinon, c'est de l'échange. Et moi, je trouve que quand on est soignant, quand on a la chance d'être soignant, quand on a la chance d'être médecin, d'être vraiment là pour soigner des gens qui vont mal et qui vont très mal, il faut quand même mesurer l'importance des actes qu'on fait. C'est-à-dire quand on est face à un malade, il faut vraiment le soigner, il faut vraiment l'aider à guérir. Il ne s'agit pas de se faire plaisir intellectuellement, vous voyez, c'est un autre niveau. D'ailleurs, ça vous arrive de changer un peu le diagnostic thérapeutique de certains patients qui arrivent, j'imagine, qui arrivent pour un certain diagnostic, et puis finalement, avec ce lâcher-prise, il y a quelque chose d'autre qui émerge? Oui, et puis vous savez, moi je crois aussi qu'il y a beaucoup de malades qui sont pas forcément... Si vous voulez, je crois que moi j'ai tendance un peu à banaliser la maladie. Alors c'est l'inverse de ce que je viens de dire. Mais j'ai tendance à banaliser la maladie, c'est-à-dire l'origine de la maladie. Je trouve que, encore une fois, tout cerveau peut tomber malade. Ou quasiment, vous voyez. Enfin, quand je dis ça, je sais que c'est pas vrai, parce qu'il y a des tas de gens qui seront jamais malades. Mais quand même. Vous ne voyez aussi que les malades, forcément. Oui, on voit que c'est les malades. Un gros biais. Mais on voit des gens qui sont malades et qui ne s'attendaient pas du tout à être malades un jour. Hein. Ouais. Et si vous voulez, encore une fois, si vous êtes un peu maltraitant pour votre cerveau, à un moment donné, il va se mettre à souffrir. Et donc, moi, ça m'arrive souvent de dire de rassurer des patients, de les convaincre que leur maladie n'est pas si grave que ça. Hein. Attention, vous avez une maladie, c'est grave et il faut s'en occuper. Il faut vous sortir de là, il faut vous guérir. Mais c'est pas parce que vous avez une maladie que vous êtes un grand malade mental. Oui. C'est étonnant ce que vous venez de dire de gens qui maltraitent leur cerveau, comme si, en fait, volontairement, les gens maltraitaient leur cerveau. Souvent, c'est des phénomènes inconscients. C'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas des origines de blessures ou de psychotraumatismes sous-jacents? C'est-à-dire qu'ils en arrivent à maltraiter leur cerveau. On parle de fuite, de burn-out, d'excès qui peuvent mener les gens à des états anxieux. Mais derrière ça, qu'est-ce qu'il y a, en fait? C'est toujours la question. Je vais vous donner un exemple que j'ai vu hier matin encore. Un monsieur qui... Un curiste, donc. Oui, enfin, en l'occurrence, c'est un hospitalisé, mais peu importe, ça pourrait très bien être un curiste, parce qu'en plus, c'est un monsieur qui pourrait très bien faire une cure. Et il me raconte, alors, il est très bien avec sa femme, pour des tas de raisons, il veut rester avec elle, professionnelle et surtout affective et familiale, et il m'explique qu'il est très séducteur et qu'il a besoin de draguer d'autres femmes et de séduire, oui. Séduire, exactement, de séduire. C'est un Don Juan. Oui, enfin peut-être pas quand même, mais voilà, il est tenté par ça et ça, bon. Alors je lui explique que ça fait partie sans doute de son mal-être actuel et que peut-être que justement il faut qu'il arrive à prendre du recul sur ça. Il me dit oui, mais et en fait ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement l'explication, c'est que
finalement, comme il est séducteur, il se rend malheureux parce qu'il crée un déséquilibre dans sa vie conjugale, mais en même temps, et sa femme en souffre beaucoup, mais en même temps, quand on explique, qu'on prend l'origine, on s'aperçoit que c'est un monsieur qui manque de confiance en lui et qui a besoin de séduire pour se rassurer, vous voyez. Et donc, finalement, il est pris entre deux feux. Hein. Est-ce que je me fais plus de bien en séduisant et me rassurant sur le fait que je suis quelqu'un de bien, ou est-ce que je me fais du bien en restant avec ma femme et en oubliant les autres femmes potentielles? C'est curieux et parfois il y a des contradictions qui sont dures à guérir. Ouais, donc là je dirais que oui, il se fait mal au cerveau quelque part parce qu'après il se fait des nœuds au cerveau parce qu'il est dans ses choix. Mais en même temps, il y a effectivement certainement une problématique derrière. Hein. Si on prend je pense à la thérapie des schémas de Jeffrey Young. Ouais. Je reviens, excusez-moi, sur les Américains, non pas que je sois très... mais ils sont souvent en avance quand même d'un point de vue thérapeutique. Mais... Sauf sur la balnéothérapie. Visiblement. Ils n'ont pas de terme. Non. Les termes étaient quand même une invention aussi des Romains. Ouais, c'est ça. C'est les Grecs. Grecs avant, bien sûr. Oui, les Grecs. Oui, les Grecs. Je pense que c'est vraiment les Grecs. C'est vraiment à l'époque d'Hippocrate que les termes se sont développés. Mais allez en Grèce, vous verrez le nombre de termes qu'il y a. C'est incroyable. C'est magique. Et vous avez une histoire. Mais dans toutes les... Ça, il faut le savoir, dans toutes les sociétés et dans toutes les époques, l'eau a été utilisée dans une vision médicale. C'est pas un problème, c'est pas une invention du XXe siècle. Hein. Ce que ça dit aussi, c'est qu'on manque peut-être de lieux, ressources, avec ou sans eau, mais avec l'eau, c'est mieux, parce que l'eau est un élément qui nous appelle tellement en tant qu'humains, vous l'avez bien rappelé au début, mais de lieux, en fait, intégratifs qui peuvent prendre en charge des malades sur une vision plus holistique, mais j'ai envie de dire dans le bon sens du terme, dans le sens vraiment intégratif. Le terme a été un peu dévoyé parce qu'il est vu comme un truc un peu spirituel perché, mais dans le sens vraiment originel de voir la personne dans son ensemble. Vous avez tout à fait raison. On a technicisé la médecine. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des techniques fantastiques, on a des appareils extraordinaires. Bon, très bien, mais ça règle les graves maladies ou les maladies très médicales, enfin voilà. Mais on a oublié parce que on est dans un souci d'efficacité, de preuve aussi, et tout ça a écarté de la médecine validée, toute une médecine, toute une approche qui est finalement très humaniste, hein, finalement, disons les mots, hein, et qu'on retrouve essentiellement dans ce genre de lieu. Et c'est assez grave de voir que finalement, la question du déremboursement pour des petites économies, c'est assez grave, parce que si on élimine ce genre de lieu, effectivement, il n'y aura plus rien. Et les gens, ils n'auront plus de médecine pour s'occuper de leur souffrance psychologique et de leur mal-être. Et je pense que la psychologie n'est pas la seule réponse, loin de là. Et ça laissera de la souffrance encore plus, parce qu'on ne répondra pas à cette vraie dimension. Là, vous arrivez à répondre à la demande, vous, de curistes, à travers les prescriptions? On y arrive, on n'est pas si je puis dire, parce que, vous savez, vous avez 450 000 curistes qui font des cures en rhumatologie. Vous en avez 10 000 qui font des cures en psy, vous voyez. Donc ça veut dire que parce qu'on devrait avoir autant de curistes en psy qu'en rhumato quelque part. Alors la rhumato c'est âgé, donc il y a peut-être des gens qui ont plus de moyens en termes de temps, si vous voulez. Alors qu'en psy, les actifs sont gênés pour venir. Mais malgré tout, on devrait avoir beaucoup plus de curistes, c'est évident. C'est évident qu'on devrait avoir plus de curistes. Surtout que c'est pris en charge à 100%. C'est pris en charge, pas à 100%, mais oui, avec la mutuelle, on n'est pas très loin des 100%. D'accord. Il reste l'hébergement quand même. Ah d'accord, l'hébergement est en plus à la charge du patient. D'accord. Ça représente combien en termes de budget pour avoir une idée voilà. Ça va dépendre des lieux, mais c'est entre 600 et 900 000 euros quoi, pour 3 semaines. Quoi. Pour 3 semaines, d'accord. Très bien, écoutez, il y aurait beaucoup de choses à dire, à tirer d'autres fils, hein, mais on arrive à la fin. Je crois qu'on a fait déjà un très bon tour. Merci infiniment, en tout cas, Dr Olivier Dubois. Je rappelle que vous êtes psychiatre et que votre ouvrage Thermalisme, voie de guérison naturelle, est publié aux éditions Flammarion. Et puis vous avez aussi ce petit livre sur vos termes, hein, qui est un livre plus de famille, on va dire. Hein, mais qui est intéressant parce que... Petit livre bleu, là. Oui, il montre bien la dualité des termes de Saujon entre son aspect médical et son aspect de développement d'entreprise. C'est une entreprise qui est modeste, hein, mais quand même, vous voyez, il y a toujours un peu... Moi, je suis au cœur de ces deux dimensions et c'est passionnant parce que une entreprise médicale, c'est pas une entreprise comme une autre, vous voyez. Et donc, il faut... Enfin, nous, on reste très attachés à l'aspect médical dans le développement de l'entreprise. Médical et humaniste, j'imagine. Et humaniste, oui. Ouais.
Merci infiniment, en tout cas, d'être venu faire un tour aujourd'hui dans Métamorphose pour nous parler de ces bienfaits de l'eau thermale. Je rappelle aussi que vous pouvez vous abonner, chères auditrices et chers auditeurs, à la newsletter de Métamorphose sur le site métamorphosepodcast.com. Et puis, évidemment, sur nos réseaux sociaux, si vous nous suivez sur YouTube, n'oubliez pas que nous sommes filmés. Vous pourrez retrouver le docteur Olivier Dubois. Et puis, si vous nous écoutez sur les plateformes, vous nous entendez de manière plus intime avec le son. Merci à vous. Merci beaucoup. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.